Je vous le disais tantôt, le 30 mars prochain, donc la date fatidique pour tous les groupes armés, notamment le M23 encore actif dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces décisions ont été prises ce week-end, en début donc, lors de la rencontre du mini-sommet à Addis Abeba entre les différents chefs d'État de l'EEAC. Ils ont donc juste au 30 mars pour quitter définitivement le sol congolais. Ultimatum lancé jusqu'au 30 mars prochain. C'est le point tapé sur la table par les chefs d'État membres de la communauté de l'Afrique de l'Est lors du mini-sommet qui s'est tenu le vendredi 17 février dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Les participants ont appelé au retrait de tous les groupes armés dans le M23 sous l'égide du président burundais, aussi président d'exercice de l'EEAC. Tous ont appelé à un cessez-le-feu immédiat pour tous les groupes armés, lit-on dans un communiqué de l'EEAC. Également présent à cette rencontre, Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame, le président de la République rwandaise. C'est un nouvel appel au cessez-le-feu qui n'en est pas le premier. Pour rappel, le 4 février 2023, à l'issue d'un sommet extraordinaire de l'EEAC tenu à Bujumbura, les chefs d'État de l'EEAC avaient recommandé un cessez-le-feu immédiat, ce qui n'a pas été malheureusement respecté. Au contraire, les hostilités ont repris avec plus d'intensité. De quoi se poser ici la question quant à l'autorité de cette communauté. Entre-temps, sur terrain, la présence des troupes de l'EEAC n'est pas de cœur d'ange auprès de la population kivusienne. La frustration de la population est montée après que les militaires kenyans de la force régionale ont organisé des cérémonies de retrait des rebelles du groupe M23 fin décembre et début janvier, conformément à la feuille de route de Luanda. Mais ce retrait a été dénoncé comme un leurre pour l'armée congolaise et contredit par des témoignages affirmant que le M23 occupe toujours des positions d'où il était censé se retirer. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore quittés. Nos frères de Rutshuru souffrent, nos frères de Nyiragongo souffrent. Et aujourd'hui, on ne sait pas si la force de l'EEAC est venue pour résoudre le problème de paix dans notre pays, ou soit ils sont venus aussi comme une autre MONUSCO pour le tourisme. La colère de cette même population se tourne également vers la force régionale et la MONUSCO, alors que les Nations Unies ont toujours rappelé que la responsabilité première de maintenir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC incombe d'abord au gouvernement congolais et que la communauté internationale ne vient qu'en appui. La question relative à l'inactivité des forces régionales de l'EEAC face à la progression des combattants du M23 était au centre d'une importante réunion entre le bureau de l'Assemblée nationale et les ministres de la Défense nationale et anciens combattants, Gilbert Kabanda, accompagné du commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. Face à l'attitude de la force de l'EEAC, et si dans un délai raisonnable, les choses ne changent pas sur le terrain, prévenait Christophe Mbosso, l'Assemblée nationale va demander au chef de l'État Félix Tshisekedi de prendre des décisions qui s'imposent. A rappeler que les troupes burundaises et kenyanes dans les cadres de cette force régionale sont déjà sur le sol congolais. Ce projet a provoqué un tollé dans les rangs de la société civile. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege considère d'ailleurs que le déploiement du contingent de l'EEAC démontre l'échec de la diplomatie. Une humiliation de plus pour notre nation. Et lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 16 février 2023, le prix Nobel de la paix a indiqué que les troupes étrangères ne peuvent pas accepter de faire couler leur sang pour protéger la population congolaise. Selon lui, seul l'engagement des Congolais, surtout les jeunes, peut mettre fin à la guerre du M23 dans le Nord Kivu. La résurgence du M23, malgré sa défaite en 2013, a créé une nouvelle dynamique entre les groupes armés actifs au Nord Kivu et les FARDC. Notez le groupe d'experts des Nations Unies en décembre 2022. Au sein de la population locale, ce nouveau jeu d'alliance inquiète. À l'allure où vont les choses, le M23 risque encore de gagner du terrain. Il a plu aux autorités de rechercher la paix dans le cadre de la sous-région et ils ont préféré commencer avec l'initiative en RDC avec les groupes armés. Que deviendront les groupes armés déchus? Les exactions contre les habitants vont-elles encore s'accroître? Se questionnent certains membres de la société civile. Instables depuis des décennies, les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, situées dans la région frontalière dans l'est de la République démocratique du Congo, situées dans la région frontalière dans l'est de la République démocratique du Congo, sont placées en état de siège par le gouvernement de Félix Tshisekedi depuis mai 2021. La force de l'EEAC se présentait pour certains comme une lueur d'espoir pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Va-t-elle relever ce défi? Les vues divergent et le fait sur terrain en disent plus de jour en jour.
Henri Mutombo, le M23 sommet une fois de plus de quitter le territoire congolais. Ce n'est pas le premier appel, on le rappelle le 4 février. Cet appel a également leur avait été lancé, ils n'ont pas obtempéré. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse de l'EAC? Est-ce que ce n'est pas le M23 qui mène la danse, justement? D'abord, je voudrais saluer la bravoure du peuple congolais dans son ensemble, et particulièrement celui de l'Est de la République démocratique du Congo. N'eût été cette bravoure, n'eût été ces relents de vivre ensemble, le Congo aujourd'hui serait émietté. Et aussi, il faut préciser une chose, nous Congolais, nous devons savoir que cette question de balkanisation de la RDC n'est plus qu'un plan de l'Occident. C'est devenu aujourd'hui un plan également de certains pays africains, notamment le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays voisins. Alors, vous savez, cette déclaration où on donne au M23 un ultimatum jusqu'au 30 septembre, vous l'avez dit, ça n'est pas la première fois. Je ne suis pas pessimiste, mais je puis dire ici que je ne crois pas en cette déclaration. Pourquoi? Parce que nous avons des faits précédents qui ont démontré véritablement que ce groupe terroriste, j'allais dire, n'est pas appelé à favoriser la paix. Parce que ne peut accepter de quitter ou de suivre tout ce qui est contenu dans les différentes déclarations que nous connaissons, que ceux qui ont la volonté de vivre en paix dans la sous-région. Mais le Rwanda, avec Paul Kagame en tête, avec ses supplétifs du M23, ne sont pas dans ce schéma de la paix. Et donc, il faut dire ici, vous souvenez-vous de déclarations du président Ndayishimiye qui avait dit que aucun peuple, aucun militaire ne va laisser couler son sang pour la défense d'un autre État. Alors, cela étant dit, nous voyons bien que nous sommes punis par la faute nous incombée, c'est cette richesse que nous avons dans notre pays qui est enviée, convoitée par tous les pays voisins. Donc, on ne peut pas croire en cette déclaration parce que elle n'est pas assortie des contraintes. Elle n'est pas assortie, je vais dire, de poursuites quelconques. Et ça ne relève que de la bonne foi pour y parvenir. Malheureusement, cette bonne foi et de la sincérité, cette bonne foi et cette sincérité n'est retrouvée ni dans le chef du M23, ni dans le chef de Paul Kagame et d'autres chefs d'État qui ont consigné cette déclaration. Un manque de bonne foi de la part de l'EAC, une naïveté de la RDC? Pas du tout. C'est pas une naïveté de la RDC, mais en fait, comme j'ai dit au début ici, que cette question de balkanisation n'est plus seulement le plan de l'Occident et même certains pays africains, parce que le Congo est tellement riche qu'aujourd'hui tout le monde veut avoir sa part. Et donc cela revient à la RDC d'armer son armée, ne compter que sur nous et nos militaires que je salue, la bravoure également, ont compris cela et vous avez vu qu'ils se sont lancés dans les offensives pour récupérer Kichanga et ainsi de suite. Donc la force des États de l'Afrique de l'Est était venue pour une mission offensive. Mais aujourd'hui, nous voyons, il faut se le dire, on ne va pas se voiler la face, nous sommes Congolais, et même, vous avez vu notre vice-premier ministre des Affaires étrangères, qui avait exprimé son irritation par rapport à la déclaration qui avait été faite. Donc, il avait dit que ce qu'on avait publié était tout à fait différent de ce qui avait été dit en coulisses. Mais j'y arrive. Et donc, cette force était venue pour une offensive. Mais aujourd'hui, on constate que ça commence à devenir comme une force d'observation ou de tampon pour pouvoir empêcher, si vous voulez, la RDC à reconquérir son territoire. Alors pourquoi continuer à s'asseoir avec autour d'une même table avec l'EAC? Pourquoi continuer à composer avec elle et compter sur elle? Bon, vous savez, j'aime à le dire que nous ne connaissons pas les profondes préoccupations
du gouvernement dans des différentes discussions dans toutes ces communautés ou, si vous voulez, de la sous-région auxquelles nous faisons partie. Nous continuons à demeurer là-bas. Le gouvernement sait... Un cercle vicieux qui finalement n'a pas d'issue. Un cercle vicieux qui n'a pas d'issue. Bien entendu, ça c'est notre analyse en tant que politique. Moi, je suis évidemment porte-parole de AREP, Agissons pour la République, mais il faut que nous comprenions que quand on a pris un engagement, il faut aller avec jusqu'au bout, voir comment est-ce que cela va se dérouler. Mais cette guerre, rassurez-vous, monsieur Steve Mbouyi, que nous la gagnerons. L'Allemagne et la France ont eu cette guerre de 100 ans. Et donc, la RDC, nous devons nous préparer, nous devons nous inscrire dans la logique de la guerre. Parce que le chef de l'État a fait preuve de patience, je veux dire, de fraternité, de solidarité, de sorte qu'il y ait une construction des ponts entre les peuples, entre la RDC par exemple et le Rwanda, ou avec l'Ouganda et d'autres peuples également. Donc nous voyons comment il se déploie pour que dans la sous-région qu'il y ait la paix. Mais alors, si son langage de paix n'est pas compris par les autres, si les autres pensent que c'est un langage de faiblesse, rappelez-vous que c'est un ancien combattant. Donc il a combattu avec son père, avec nous tous, la dictature de Mobutu de Kabila pour accéder au pouvoir. Donc un jour, il portera cette casquette de combattant pour dire à notre armée, et bon, on y va, on va faire la guerre au Rwanda, quitte à ce que le meilleur gagne. Et je sais que c'est la RDC qui gagnera, parce que nous avons une armée puissante, nous avons une armée dissuasive. On avait un problème où on nous empêchait de nous procurer en armes, bien qu'aujourd'hui cette notification, cette imposition de notification a été levée. Faudra-t-il encore que cela soit véritablement sincère, parce qu'on peut vous bloquer d'un côté, ouvrir d'un autre, mais nous connaissons la duplicité de ceux qui veulent que notre pays reste faible, de ceux qui veulent que la RDC soit balkanisée. Mais cette problématique de l'insécurité de la République, je dis aux Congolais de se préparer. Comme le M23 soutenu par le Rwanda et aussi d'autres pays africains, ne veulent pas lâcher du l'Est, ne veulent pas lâcher l'Est de la République démocratique du Congo. Un jour, la guerre viendra et nous la gagnerons. Au futur, et nous y croyons quand même. Alors, avant de terminer avec ce dossier, si le M23, par rapport à cet appel, n'obtempérait pas une fois de plus, que devrait faire la RDC, que devrait faire l'EAC? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, moi, je crois, à mon sens, en tant que peuple congolais, parce que nous devons arrêter cette hémorragie. Vous savez, on a perdu des hommes et des femmes, des intellectuels, des enfants qui ont été violés, des mères violées. Voilà, donc aujourd'hui, l'ultime attente de tous les Congolais, vous et moi, et tous les autres, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont à l'extérieur, même ceux qui sont morts, l'ultime attente, c'est que l'Est de la RDC soit pacifié, que la paix revienne. Si la paix va revenir par la guerre, eh ben on fera la guerre. Vous suggérez la guerre au cas où on ne quitte pas mais oui, le au cas mars. où, puisque au 30 mars, c'est l'ultimatum, ça va être un 4e ultimatum, je crois, ou un 5e. Alors, il faudra que notre armée montre ses biceps. Nous devrons montrer à ces gens qu'ils ne sont pas sur une terre conquise. Vous comprenez? Donc, il va falloir, évidemment, que nous fassions quelque chose de plus puissant que ce que nous avions fait auparavant. Et cela va se faire, parce que, vous savez, le président Tshisekedi, je ne le dirai pas avec ces mots, mais je le dis dans l'esprit dans lequel il dit ça. Il dit souvent, il se laisse faire pour donner l'impression qu'il est naïf. Mais lui, il sait où est-ce qu'il emmène les gens qui pensent qu'il est naïf. Alors, je crois que le président Kagame et beaucoup d'autres homologues du président Tshisekedi pensent qu'il est naïf, mais je crois qu'il est en train de préparer notre armée. Rappelez-vous qu'il y a eu enrôlement quand il a fait appel à notre jeunesse de s'enrôler massivement dans l'armée. Vous avez vu cet empressement. La jeunesse congolaise, les femmes, les hommes, les jeunes hommes qui se sont fait enrôler dans notre armée. Pas du tout, l'engagement n'était pas faible. Il faut féliciter cela. Parce que c'est cette opinion publique, messieurs Steve Mbouyi, c'est cette
hargne, c'est cette, comment dire, c'est ce patriotisme, c'est cette cohésion nationale que j'appelle ici au renforcement qui sauve la RDC. Et cette cohésion nationale continuera à monter et elle montera davantage pour montrer à la face du monde que les Congolais, dans son ensemble, ne sont pas prêts à voir un seul millimètre de leur pays être occupé par un autre État. Et cela ne se fera jamais. Très bien. Alors, des problèmes régionaux, problèmes nationaux, c'est le deuxième dossier.